Bonsoir, bienvenue. Alors, comme d'habitude, je vous accueille avec joie pour ce nouveau rendez-vous résilience. Je vais laisser quelques secondes, jusqu'à une minute et demie pour laisser chacune se connecter. Puis j'introduirai tranquillement la thématique de ce rendez-vous. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. On est ravis de se connecter à nouveau avec vous, toutes et tous, avec Fanny. Eh bien, on va se lancer sans plus attendre. À nouveau, bienvenue ce soir pour ce nouveau rendez-vous. Je suis très heureuse de vous accueillir à ce rendez-vous. Échangeons ensemble. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui touche tout le monde, que l'on soit malade ou non, et qui affecte toutes les dimensions de notre vie, à savoir la santé mentale. Et donc, qui de mieux que Fanny Jacques à mes côtés, qui est psychiatre au sein de l'équipe, pour pouvoir nous aider à déblayer ce sujet tous ensemble. On a déjà traité ce sujet l'année dernière et il nous semblait adapté de pouvoir en parler ce soir, notamment parce que les jours se font plus courts, parce que la mélancolie automnale se fait sentir, parce que les fêtes de fin d'année approchent, et puis parce que tout simplement, quand on fait face à la maladie, on peut effectivement passer par des phases hautes, des phases plus basses, des phases de tristesse, d'émotion, et comment naviguer tous ces sujets-là, d'abord soit en tant que patient, mais également soit au sein d'un cocon familial, au sein de nos relations, qu'elles soient plurielles, donc c'est-à-dire familiales, personnelles, de couple, avec nos enfants, professionnelles aussi, pourquoi pas. Voilà, donc on va aborder ce sujet tous ensemble. Comme d'habitude, le principe est le même, à savoir interagir avec vous, patients de notre communauté Résilience. Je me présente, moi c'est Anne-Sophie, j'ai cofondé une association de patients pour les 13-30 ans face au cancer en 2013. Je suis engagée depuis plus de 10 ans sur les sujets patients cancer, puisque je suis moi-même passée par la maladie. Et aujourd'hui, je me base pas seulement sur ma propre expérience, je parle au nom des milliers de retours que j'ai pu collecter sur le chemin. À mes côtés pour ces rendez-vous, j'ai la chance d'avoir mon binôme préféré, notre super docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre et qui a travaillé notamment une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse, digitale sur la santé mentale justement, et a rejoint il y a quelques temps Résilience pour travailler avec nous sur les problématiques de santé mentale et cancer. Enfin, nous avons également en coulisses, en ligne avec nous, Lucie, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons au fil de la conversation. Je lirai chacune des questions et nous y répondrons avec Fanny, en croisant les regards de soignants et de patients. Petit avertissement de mise, merci d'éviter les questions concernant particulièrement votre parcours de soins à vous, étant donné que nous sommes sur une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie questions en bas de l'écran à droite. Je les partagerai, comme je vous le disais, au fil de la conversation. Enfin, sachez en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage par email pour avoir vos retours sur cette expérience et les idées de thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter en quelques mots et dire également quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver comme quasiment tous les mois à présent. Donc, en effet, je suis psychiatre, je fais de la thérapie comportementale et cognitive principalement, qui est une forme de thérapie assez active,
qui engage et le patient et le médecin finalement. Et moi, en effet, j'ai travaillé une dizaine d'années en cabinet et notamment avec des patients atteints de cancer. Donc, sur tous ces sujets, les sujets santé mentale et cancer, je connais bien, mais de façon plus générale, les sujets santé mentale et maladies chroniques, et puis les sujets santé mentale tout court, parce que, et j'en profite pour le rappeler ici, en fait, la santé mentale, être en bonne santé mentale, c'est bien plus que l'absence de maladie. On ne peut pas dire je suis en bonne santé mentale parce que je n'ai pas de dépression, je n'ai pas de trouble anxieux, je ne suis pas schizophrène ou je n'ai pas un trouble bipolaire. Ça ne suffit pas pour être en bonne santé mentale. Ça va au-delà de l'absence de troubles. La santé mentale, c'est quelque chose de bien plus vaste. C'est vraiment ce qui va nous donner des capacités et des compétences dans la vie sociale, dans le travail, dans la vie relationnelle. Et en fait, la santé psychologique, elle est tout aussi importante que la santé physique. Quand on demande aux gens est-ce que tu es en bonne santé, eux, ils vont tout de suite penser justement au cancer, au diabète, à l'hypertension artérielle, à leur cœur. Ah oui, je fume pas, je fais de l'activité physique, etc. Et ils oublient cette notion de santé mentale. Or, il n'y a pas de bonne santé sans une bonne santé mentale. Donc, c'est vrai de façon générale. Et évidemment, c'est encore plus vrai quand, pour le coup, on est atteint d'une maladie. Donc, aujourd'hui, les questions, ça va comment préserver une bonne santé mentale alors que au niveau physique, on n'est pas en bonne santé physique. Et puis, par exemple, comment faire pour distinguer ce qui est un peu normal comme symptôme, parce que fragilisé et puis pathologique, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quels sont les principaux symptômes et les principales maladies qu'on peut retrouver en santé mentale lorsqu'on est atteint d'un cancer, comment gérer les proches, etc. Donc, c'est vraiment un sujet super large. Donc vraiment, je vous invite à poser vos questions. Je crois qu'il y en a une première qui nous a été posée un petit peu avant le début. Et puis, si jamais vous n'avez pas de questions ni de commentaires, je vois Eric qui nous écrit. Et effectivement, en fait, c'est pas possible de prendre la parole avec le micro. Là, vous pouvez que poser des questions ou faire des commentaires et on reprend. Sinon, on a aussi tous les trimestre, un groupe de parole. Et là, c'est quelque chose d'ouvert. Là, on ne le fait pas pour des raisons aussi de confidentialité. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait noter vos réflexions et je les accueillerai avec plaisir et on pourra échanger de cette façon, même si par écrit, c'est vrai que c'est moins facile. Anso, je te laisse peut-être parler de la première question. Yes. Alors, on a reçu une question qui nous dit « Bonjour, je vis depuis 3 ans avec un cancer du sein métastatique osseux, donc chronique, et qui nécessite pour ma part des changements de traitement et des examens. J'entends beaucoup « Tu as le moral, ça va t'aider à guérir ». Pour ma part, je pense surtout que cela m'aide à mettre entre parenthèses les moments de traitement et d'examen et à vivre tout simplement. Je ne suis pas qu'une patiente. Qu'en pensez-vous ? Bonsoir. Oui, je suis complète. Alors, il y a plein de choses qui sont incluses dans cette réflexion et c'est très intéressant. Ça englobe plein de choses. Alors déjà, attention, il y en a plein des idées reçues sur le moral. Tu as le moral, ça va t'aider à guérir. Ça part d'une bonne intention. L'enfer en est pavé de ces bonnes intentions et bien sûr que c'est sympa. Mais moi, en tant que médecin psychiatre, je veux vous dire que les études cliniques validées montrent qu'il n'y a pas, hélas, de rapport entre guérison du cancer et avoir ou pas une dépression. On peut avoir une dépression et être toujours hyper négatif et hyper pessimiste et guérir de son cancer. Et puis, on peut avoir la joie de vivre et vraiment être hyper optimiste et positif et hélas, décéder de son cancer. Il n'y a pas un lien direct. Donc, c'est vrai que ça part d'une bonne intention, mais ça peut aussi faire culpabiliser parce que les moments où on se sent moins bien, les moments où on a le droit et où c'est OK de ne pas être OK et de ne pas avoir le moral, et on va se dire « Oh là 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 là, vite, il faut que je me remette en forme et il faut que je rigole, etc. Parce que sinon, peut-être que c'est plus que ça va
augmenter le risque d'une récidive ou que ça va augmenter le risque d'un problème. Pareil, on parle aussi beaucoup du stress et cancer. Est-ce que c'est parce que j'étais stressée que j'ai eu un cancer? Est-ce que là, il faut que j'arrive à me détendre parce que sinon, je vais rechuter de mon cancer, etc. Là, même chose, il n'y a pas de rapport direct entre le cancer et le stress. En revanche, il y a un rapport un peu plus indirect. C'est vrai que si on est stressé, peut-être qu'on va avoir tendance à moins bien s'alimenter, à peut-être moins faire de sport, à peut-être fumer des cigarettes, etc. Et ça, on le sait, ça peut être des facteurs de risque d'avoir un cancer. Mais être stressé ou être déprimé, ça ne va pas vous faire rechuter d'un cancer et on a le droit de ne pas avoir le moral quand on est malade et c'est pas grave. En revanche, et c'est tout à fait justement dit, eh bien, d'être en bonne santé mentale, d'être pleinement sain et serein dans sa tête, ça nous permet de bien vivre les petits événements de la vie et les petits plaisirs. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que comme la personne le rappelle, eh ben, vous n'êtes pas du tout qu'un patient, vous êtes une personne humaine atteinte d'une maladie. Mais il y a tout le reste de la personne humaine qui a envie de rigoler, qui a envie de faire des câlins, qui a envie de se balader, qui a envie d'aller au ciné, et puis qui parfois a envie d'aller pleurer au fond de son lit. Et c'est pas grave non plus, en tout cas si ça dure pas trop longtemps. Donc c'est vrai que d'être en bonne santé mentale lorsqu'on a un cancer, ça ne permet pas de guérir, mais ça permet juste de profiter encore mieux et encore plus du moment présent. Et ça, évidemment, c'est hyper important. Et puis, ça permet aussi d'autres choses. Ça permet d'être un peu plus confortable pour accepter les mauvaises nouvelles. Ça permet de gérer peut-être son traitement, son planning, son orga avec une meilleure efficacité que lorsqu'on est déprimé. Donc, de toute façon, ça coule un peu de source. Je ne vais pas vous dire soyez déprimés, c'est vachement bien. Et ça, au-delà même du cancer, évidemment qu'être en bonne santé mentale, c'est super important et que ça a plein d'impacts positifs. Mais je veux juste redire que ça n'a pas un impact positif direct sur la guérison de la maladie. Ouais, moi je vais juste compléter. Moi, ce que j'aime dans ce que vous écrivez, c'est que quelque part vous ramenez le curseur à être soi avant d'être patiente. Oui, être patiente aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien, c'est une réalité, on ne va pas le nier. En revanche, être soi et vivre ces instants, profiter de la vie, en fait, je trouve que vous avez une approche très douce de formuler les choses, ce parti pris d'avoir ces parenthèses de soins et de vivre avant tout simplement. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste et de très essentiel dans ce que vous écrivez. Après, pour moi, ce genre d'injonction que vous entendez de l'extérieur, ça appartient à l'autre, ça ne vous appartient pas à vous. Et libre à vous de l'écouter, mais moi, j'aurais tendance à dire, et c'est ce que vous faites déjà dans ce que vous écrivez, vous écoutez vous, et ce qui est juste pour vous sera juste pour ce que vous traversez. Et je vois dans le chat en parallèle que Eric nous dit il ne faut pas garder pour soi sa maladie, mais bien la partager en communiquant au maximum. C'est votre point de vue, Eric, et peut-être que votre personnalité fait que vous pouvez effectivement en communiquer au maximum autour de vous. Moi, je mettrais pas d'injonction là-dedans. C'est effectivement si vous sentez le courage ou l'envie d'en parler autour de vous, à vos proches, à vos collègues, à tous ceux qui vous entourent, de ce que vous traversez, faites-le. Si en revanche vous voulez plutôt le taire et garder ces parenthèses de soins pour vous et vivre entre guillemets plus simplement, comme disait la question qui avait été posée, c'est aussi possible. Tout est juste en fait tant que c'est juste pour vous. Je crois que c'est vraiment ça qui est l'essentiel en tout cas de cette question et de ce qui est échangé aussi dans le chat. Hein. Comme vous le dites aussi Eric, l'important est le carpe diem, vivre le présent. Oui, je pense que c'est ce à quoi aussi Fanny ramène, c'est de dire qu'effectivement le passé c'est derrière soi, le futur on ne sait pas encore de quoi il est composé. En revanche, ce sur quoi on peut avoir un impact et ce sur quoi on peut vraiment profiter et passer des bons moments, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et donc effectivement revenir à maintenant, à ce qu'on traverse et décider de comment on choisit de vivre ces instants-là. Est-ce que c'est dans l'anxiété? Est-ce que c'est dans la joie? Est-ce que c'est dans juste j'écoute mon corps et j'écoute ce qui est juste pour moi? C'est un peu là où le curseur est à positionner. Et je pense qu'en tout cas, cette question est voilà.
d'être en bonne santé mentale, justement, Anne-Sophie, ben, je pense que ça permet ça, d'être vraiment dans le carpe diem, vivre le moment présent, parce qu'on n'est pas parasité par des ruminations anxieuses, parce qu'on a bien dormi et que donc on est en forme pour aller à un événement, parce qu'on n'est pas triste ni déprimé. Donc, mais comme toutes les personnes non malades aussi, évidemment, voilà, ça permet de mieux profiter. C'est pour ça que c'est important d'être en bonne santé mentale. Mais voilà, j'insiste sur ces injonctions, ces fausses croyances concernant le stress, concernant le moral, concernant également ah ben il faut que tu sois une battante, le moral, c'est le positivisme, c'est 50% de la guérison, c'est une guerre, il faut que tu la remportes, etc. Mais même d'ailleurs, même dans les médias, quand on entend une personne célèbre qui a un cancer, ah ben, il va se battre, il faut rester optimiste. En fait, il faut faire attention à ça parce que ça donne l'impression que vous n'avez plus le droit d'avoir un coup de déprime ou d'angoisse, alors que en fait tout le monde déjà a le droit d'avoir un coup de déprime ou d'angoisse, même les personnes qui ne sont pas malades, et que vous n'êtes pas qu'une personne malade, et encore plus à la rigueur quand vous l'êtes, et ben oui, c'est autorisé. Nous, les médecins, notre job de psychiatre, c'est de regarder justement si c'est grave, si c'est sérieux, si ça dure, s'il faut soigner, si c'est pathologique, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, ou si c'est normal, je l'aime pas trop non plus, mais voilà, comment sont les symptômes, est-ce qu'il faut les prendre en charge? C'est surtout ça, nous, on essaie de regarder le curseur. Et est-ce que ce n'est pas aussi, peut-être, une maladresse de nos proches de se rassurer eux en nous faisant ces réflexions, de nous projeter sur nous, leur stress, et donc de se rassurer eux-mêmes en nous disant ces choses-là? Tout à fait, ouais, tu as complètement raison, Anne-Sophie. Et puis encore une fois, c'est plutôt gentil, c'est plus de la maladresse. Mais ça, là-dedans, quand on vous dit ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter quoi, de reprendre, de dire, tu sais, non, les études, elles ont montré qu'il y a des gens hyper pessimistes, hyper glauques qui ont guéri, quoi. Donc, c'est peut-être pas juste, mais c'est comme ça. Donc, merci de me soutenir et j'essaye de faire au mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut que vous puissiez le dire. Si vous avez du mal à encaisser parfois ces réflexions et que ça vous titille, il faut pouvoir le dire. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vois encore un message d'Eric. Et donc, Eric est en forme ce soir avec plein de points d'exclamation. On sent l'enthousiasme et l'envie de partager, mais en gros, il fait le lien avec effectivement l'activité physique et la santé mentale. Fanny, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Eh bien, c'est véritablement un cercle vertueux. Merci Eric, qui va bientôt venir co-animer les rendez-vous résilience avec moi parce qu'il est plein de bons conseils. Oui, et ça, pareil, je pense que c'est au-delà de la maladie. Pour entretenir une bonne santé psychologique, il faut essayer de se garder des petits moments pour soi. Et donc, l'activité physique, ça en fait partie. Et donc, quand on parle d'activité physique, c'est pas forcément faire du sport, du running, aller à la piscine. Hein. Ça peut être faire du jardinage, ça peut être marcher, c'est bouger un petit peu son corps. Et ça, c'est hyper important et encore plus quand on est malade. Là, pour le coup, les études montrent qu'avoir de l'activité physique adaptée régulière quand on est atteint d'une maladie, ça a un véritable impact sur la maladie et que ça a également un impact sur le moral. On sécrète de la sérotonine, qui est un peu l'hormone de la vie. Quand on fait du sport, on sécrète des endorphines, ça c'est bien pour le corps et c'est bien pour le moral aussi. Donc d'avoir une activité physique régulière, c'est satisfaisant, ça nous fait du bien, ça nous donne confiance en soi, ça nous fait justement oublier pour un temps et nous faire nous dire qu'on n'est pas qu'un malade et qu'on n'est pas qu'un patient. Et pareil, ça nous connecte au moment présent. N'hésitez pas à regarder des petits exercices de marche en pleine conscience, par exemple. Qui sont des petits exercices de méditation et où vous marchez, mais vous ne marchez pas en regardant une série au risque de vous prendre un poteau ou avec le casque sur les oreilles. Vous marchez vraiment en écoutant les petits oiseaux, en regardant les passants, en regardant que ce soit le paysage de ville ou de campagne que vous avez autour de vous, en vous imprégnant vraiment les 5 sens. Ça, c'est de la marche en pleine conscience et ça a vraiment un double effet et sur le moral et sur le corps. Tout à fait. Pour moi, il y a juste une petite notion une petite distinction qu'on peut faire, c'est la distinction entre l'activité physique et la pratique sportive. Tu l'as effectivement souligné, Fanny, mais promener le chien, faire le jardin, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, emmener les enfants ou petits-enfants à l'école, c'est autant d'opportunités de sortir prendre l'air, de s'aérer, oui, de solliciter le corps de manière plus ou moins intensive et surtout d'observer ce qui vous entoure.
Et vous n'avez pas besoin de le faire seul. Vous pouvez aussi embarquer votre voisin, votre conjoint, vos petits-enfants. Je pense que c'est effectivement des moments qui peuvent être très chouettes à vivre aussi. Et malade ou pas malade, ça fait du bien à tout le monde. Comme dit Fanny, c'est pas parce que spécifiquement quand on est malade, effectivement, ça va vous aider. Clairement, dans la santé mentale et au quotidien, c'est quelque chose de plus qui permettra aussi de lutter contre la fatigue inhérente au traitement de chimiothérapie et de cancer. Mais pas que. C'est effectivement vertueux pour tous les moments de la vie. Et donc, n'hésitez pas à embarquer tous ceux qui vous entourent. Et je précise un adage que j'aime beaucoup, l'action entraîne la motivation. Il faut pas, alors là, que ce soit quand on souffre de dépression, hein, c'est un conseil qu'on donne aux patients, ou quand on est atteint d'un cancer et qu'on est fatigué, il faut pas attendre d'être motivé pour le faire. Par exemple, pour sortir, ne serait-ce que 5 minutes, marcher 100 mètres, parce que la motivation, elle tombe pas de l'arbre, et vous réveillerez pas un matin en vous disant waouh, j'ai un éclair et je suis hyper motivée pour mettre mes baskets et sortir. Ça serait génial, mais ça n'arrivera pas. Et donc, en fait, au début, et notamment là, c'est quand on a une dépression, mais pas que, il faut se forcer en fait. C'est pas forcément très agréable. En plus, il y a un peu un double problème, c'est un peu la double peine quand on fait une dépression. Déjà, il faut se forcer surtout. Aller marcher, parler à quelqu'un, prendre sa douche, etc. Et en plus, eh ben, on ne voit, comme on voit un peu tout en noir, eh bien, on ne voit pas tout de suite, on n'a pas la rétribution de ces efforts immédiatement. On se rend même pas compte que ça nous a fait du bien. Donc, c'est pas facile. Mais en fait, croyez-moi, à se forcer pour des petites choses, comme pour la marche dont parlait Eric, petit à petit, c'est comme ça que la motivation arrive. C'est vraiment l'histoire des petits pas, et là, ça a doublement du sens. Plus vous allez un peu sortir, plus vous allez réussir à sortir de votre lit, à prendre une douche, etc., plus finalement, la machine va se remettre en marche. Tout à fait. Enfin, je pense que là-dessus, l'action entraîne la motivation et c'est pas l'inverse. Donc, c'est vraiment ce que dit Fanny. Et donc, moi, ce côté se forcer, moi, je dirais plutôt mettre des rendez-vous qui vous font plaisir dans l'agenda. Donc, ça pourrait être, par exemple, de marcher pour aller rejoindre une amie ou un ami ou pour aller marcher ensemble. Ça peut être aussi bien aller à la boulangerie que l'on aime pour aller chercher un pain qui va nous faire plaisir, ou aller chez le primeur du coin pour se prendre des légumes et faire une bonne soupe le soir. Peut-être se forcer, mais avec un petit objectif sympa au bout, quoi. Comme ça, on a la récompense. Exactement, se mettre un but qui apporte du plaisir et qui soit du coup une source de motivation pour vous pousser à l'action. Et puis derrière, probablement que petit à petit, si vous mettez ces rendez-vous récurrents dans votre agenda, vous allez en prendre une habitude, puisque ces habitudes, elles viennent progressivement dans le quotidien et elles pourront venir effectivement nourrir votre motivation sur la suite. Je vois une question de Cornelia dans le chat, donc je vais te la soumettre, Fanny. Qu'est-ce que l'on peut faire quand la dépression est déclenchée ou stimulée par le traitement hormonal, traitement de la thyroïde et de la préménopause? Bonjour Cornelia. Bon, alors, c'est un peu la galère. On est d'accord. Je ne vais pas en rester là, Cornelia. Ma réponse va être un petit peu plus longue et moins tranchée. Mais j'en ai vu, en effet, des patientes quand j'étais en cabinet qui avaient en fait une dépression secondaire au traitement. Et c'est vrai que c'est galère, ou en tout cas ça c'est potentialisé par. Comment est-ce qu'on va le traiter? On va le traiter comme une dépression classique, si j'ose dire. On appelle ça une dépression réactionnelle. Parfois des gens ils ont des dépressions réactionnelles à un deuil, à une perte d'emploi, à un divorce. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir, à cause de la maladie du cancer, une dépression réactionnelle aux effets secondaires des traitements. Normalement, mais ça a à voir avec l'oncologue, mais de façon générale, les traitements pour le cancer ne sont pas arrêtés pour autant, sauf cas exceptionnels, mais là, moi, je ne peux pas parler en votre nom. Mais en règle générale, ce qu'on fait plutôt, c'est traiter la dépression, comme on traiterait un effet secondaire du traitement, comme on traite vos nausées ou vos vomissements lorsque vous avez la chimiothérapie. Là, on traite la dépression. Ce sont des donc on garde quand même les traitements pour le cancer, sont des dépressions qui se traitent quand même normalement par des antidépresseurs. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait, tous ces traitements-là du cancer, ils vont plutôt avoir tendance à baisser la sérotonine. Le traitement antidépresseur, lui, il va avoir tendance à remonter la sérotonine. Donc, souvent, il faut mettre un peu
antidépresseur qui fonctionne. Et puis après, on va faire ce qu'on fait lorsque l'on traite une dépression. On le disait tout à l'heure, l'action entraîne la motivation, les petits pas, lister des petites choses à faire, s'obliger d'une certaine façon tout doucement à se remettre en mouvement, s'entourer de personnes bienveillantes et marrantes, et même si nous, on n'a pas envie de rigoler, et finalement, par un espèce de phénomène d'osmose, de contagiosité positive, petit à petit, même si on ne parle pas, on entend les blagues des autres, etc. Et puis, jour après jour, le moral remonte. Il faut avoir beaucoup de patience quand on est déprimé. Mais en fait, chaque jour vous rapproche de la sortie et de la guérison et vous fait reculer par rapport au début. Une dépression, et notamment quand c'est stimulé par un traitement, il faut savoir que ça guérit toujours et que donc chaque jour vous approche plutôt de la fin. Ça guérit, on guérit d'une dépression, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut bien se faire prendre en charge, avoir un psychiatre, un traitement médicamenteux, faire un travail comportemental justement pour bouger, etc. Faire un travail cognitif, essayer de travailler ses pensées pour pas être trop pessimiste, pas trop être dans de l'anxiété, etc. Il y a de faire de la méditation, il y a plein de choses à faire, mais on le traite d'une façon normale et ça marche. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant et à votre oncologue. Eux sauront vous orienter, vous prescrire les traitements adaptés. Vous pouvez être orienté et conseillé aussi par votre équipe de soins vers un psychiatre ou un psychothérapeute, à la fois au sein de votre établissement de prise en charge, mais également en ville, puisque aujourd'hui, il y a des thérapeutes qui sont aussi formés spécifiquement à l'oncologie et qui sauront effectivement vous accompagner sur cette phase de vie un peu compliquée. Comme le dit Fanny, faites-vous confiance. C'est effectivement une maladie, ça se traite, c'est temporaire, ça ne va pas rester à vie. Et je lis aussi le conseil d'Éric, ne pas surfer sur Internet. Effectivement, c'est souvent quelque chose que d'une manière générale, on ne recommande pas, c'est d'aller regarder sur Internet pour avoir des réponses de Google sur ce genre de questions. Posez les questions aux experts, à ceux qui savent, et non pas à Internet qui va vous donner des réponses de toutes les couleurs qui vous feront probablement plus peur que du bien. Et si on surfe sur Internet, on surfe sur les bons sites. On surfe sur le site de l'Institut national du cancer, on surfe à la rigueur sur Amélie, sur Rose Up, on va regarder sur Résilience. Enfin voilà, on se limite à des sites médicaux et qui sont validés, on va dire. Et on ne se compare pas. Et on ne regarde pas les groupes de parole, les personnes qui font des commentaires, etc. Parce que y a pas. Alors, ce qui est valable pour le cancer, elle est également pour la dépression. Il y a beaucoup de points communs. Il n'y a pas deux cancers pareils et il n'y a pas deux dépressions pareilles. Tout à fait. Je voulais juste revenir sur le message d'Anne-Lise qui nous disait « J'ai eu un épuisement professionnel, donc pas en bonne santé mentale, et je commençais à me remonter quand j'ai appris que j'avais un carcinome tubuleux du sein, donc cancer. Du coup, j'ai à nouveau déprimé, mais j'ai rapidement rebondi et en fait, je me rends compte aujourd'hui que le cancer et aussi, je pense, la peur de mourir m'a aidé à me bouger et donc à me soigner au maximum. Et j'essaie tout, méditation, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, sport, etc. » Je voulais juste revenir là-dessus parce qu'effectivement, dans ce qu'elle dit, cette fameuse peur de mourir quand elle apprend son cancer peut être aussi sa source de motivation à elle pour se dire, OK, et dans ce cas-là, moi, je n'ai pas envie de mourir. Et donc, je vais essayer de tester un maximum de choses pour arriver à traverser ce truc-là et à pouvoir continuer à vivre ma vie. Et je pense que chacun doit arriver à trouver le levier qui permette effectivement de remettre la santé mentale sur les rails et de garder l'envie de vivre tout simplement. Ouais, moi j'aime beaucoup cet état d'esprit. Je ne pense pas qu'elle l'ait vraiment fait exprès, Anne-Lise, mais c'est pour le coup, c'est un état d'esprit un peu de battante. On en parlait tout à l'heure de ce terme. En fait, Anne-Lise, il lui est arrivé quelque chose de dur. Et puis là-dessus, il lui est arrivé quelque chose d'encore plus dur. Mais du coup, ça lui a fait relativiser le truc dur d'avant et ça l'a plutôt fait remonter, quoi. Et moi, ça, je trouve que c'est une histoire de vie plutôt chouette. Finalement, être confronté, c'est vrai que c'était difficile, mais on le sait, le cancer, ça fait quand même beaucoup relativiser. Le nombre de personnes qui me disent, finalement, en après-cancer, je ne sais pas comment ça durera, je ne sais pas si ma rémission, c'est pour toujours, etc. Mais je profite tellement plus de la vie.
je m'embête plus avec tous ces petits bruits de fond de la vie, quelqu'un qui va un peu me pousser dans le métro, une collègue qui est pas très sympa, les chaussettes sales de mon mari qui traînent partout, etc. Et ben maintenant, ça me passe par-dessus. Alors là, Anne-Lise, elle avait véritablement une dépression, mais finalement, ça lui a permis de prendre du recul et je trouve d'aborder l'Everest par la bonne face. Et c'est top. Ouais, tout à fait. Et on voit aussi dans le chat Laïla qui dit écouter de la musique et danser si on aime ça. Effectivement, c'est un exutoire, c'est une manière aussi de faire sortir beaucoup de choses. Des fois, on n'a pas besoin de par la parole, ça peut être par le corps. Et donc, la danse, c'est un merveilleux moyen de pouvoir exprimer plein de choses, plein d'émotions, juste en bougeant seul chez soi. Ça peut être hyper rigolo. Les enfants adorent ça aussi, mettre la musique à fond et danser comme des fous. C'est aussi une belle manière quand effectivement on a un petit coup de stress ou un coup de colère ou quoi, de pouvoir faire ça, c'est vraiment chouette. Philippe écrit dans le chat comment aborder alors c'est en écho avec l'une des conversations qu'on a eues récemment, mais comment aborder le scanner de contrôle comment aborder le scanner de contrôle après la fin de la chimio. Je suis restée positive pendant tout le traitement, mais pour le contrôle, j'appréhende un peu. Merci pour vos retours et vos conseils, docteur. Oui, Philippe, je disais, c'est mon dada, c'est la peur de la récidive et je les embête tous dans la société en ce moment avec ça. Et déjà, Primo, n'hésitez pas, on a fait un live à ce sujet, je crois que c'était hier, avec Manon, qui est sur Instagram, je ne sais pas si vous suivez Résilience sur Insta, mais vous pourrez retrouver ce live d'une demi-heure où justement vous allez pouvoir avoir plein de conseils. Ce que vous avez, c'est la peur de la récidive. C'est un symptôme d'anxiété qui est évidemment commun quand on est en rémission, mais qui est un peu sous-adressé par les médecins, par les psychiatres, parce qu'une fois que les traitements actifs sont passés, tout va bien, on rentre chez soi et puis on a un peu lâché. Et là, il peut y avoir, évidemment, psychologiquement, on est quand même très fragilisé, on n'est plus comme avant, et il peut y avoir ce qu'on appelle un peu ce syndrome-là de Damoclès au-dessus de notre tête. Donc, ce serait vraiment l'objet d'une heure de discussion, la peur de la récidive. Mais il y a plein de petits tips, en fait, de petits trucs et astuces pour aborder ce sujet. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est si c'est toujours pareil, c'est moche, hein, mais est-ce que c'est normal ou pathologique? C'est-à-dire de ne pas dormir la nuit qui précède un bilan de contrôle. Anso, tu me le confirmeras, mais pour moi, il n'y a vraiment rien d'anormal. En revanche, ne pas dormir pendant 3 mois avant ou faire une crise d'angoisse parce qu'on entend à la télé que Florent Pagny est atteint d'un cancer ou passer son temps à regarder sur Internet quelles sont les statistiques ou les probabilités, ou à l'inverse, parce que ça arrive aussi, être tellement angoissé qu'on est dans le déni et qu'on rate nos examens de contrôle parce qu'en fait, on ne veut pas les faire par peur qu'il y ait quelque chose. Là, on est dans quelque chose qui est pathologique et qu'il faut prendre en charge. Tout à fait. Et je pense que effectivement, Eric fait un clin d'œil en disant que cette Résilience, c'est un super site. Alors, c'est pas un site, c'est une application mobile, mais on est sur la même logique. Et bien sûr, à regarder sans modération. On est complètement d'accord avec vous, Eric, puisque on travaille au quotidien dedans et on souhaite vraiment pouvoir vous apporter un maximum d'informations, de ressources, de contenus qui puissent venir vous nourrir. Moi, je voudrais juste faire un petit clin d'œil. Fanny a fait une collection podcast sur la santé mentale dans l'application, qui est très riche et qui aborde tous ces sujets, la peur de la mort, la réalité de la maladie, comment en parler à ses proches. Tous ces sujets-là vous avez déjà des contenus où Fanny, par podcast, va vous expliquer tout un tas de sujets. Et moi-même, en tant qu'ancien patient, j'ai trouvé que c'était très riche et très, très intéressant. On a également, et donc là, c'est plus en clin d'œil, pardon, à Odile, qui mentionnait effectivement l'atelier d'écriture introspective de mars 2024. Si je remets en contexte, en fait, en mars de cette année, on a lancé une nouvelle collection de podcasts qui s'appelle Les Pensées de Résilience, dans laquelle on est allé interviewer des auteurs, des philosophes, des personnalités qui sont venues nous parler de ce qu'est la résilience pour eux. Et en fait, pour ce live de lancement, on avait d'ailleurs Marie-Odile qui est présente ce soir là dans les participants et qui a interviewé l'une des écrivaines à qui effectivement, qui a enregistré un épisode avec nous. Et en fait, à la fin de ce live, on a eu un atelier d'écriture avec Marie Robert, qui est philosophe et qui a effectivement invité à un exercice d'introspection qui était très riche.
pour lequel effectivement on a eu beaucoup de retours positifs. On pourra vous partager le lien si vous voulez à nouveau dans le chat pour que vous puissiez retrouver ces contenus. Mais voilà, à nouveau, n'hésitez pas à aller explorer toutes les ressources qu'on vous met à disposition dans l'application, dans la partie bibliothèque, parce qu'il y a plein de ressources qu'on a souhaité créer pour vous, qui puissent effectivement vous aider à appréhender tous ces sujets qui, des fois, peuvent faire peur ou des fois pour lesquels vous vous sentez très seul. Or, ce sont souvent bien souvent, des choses que nombreux patients et patientes traversent au quotidien et pour lesquels on a déjà des éléments de réponse. Alors, je remonte juste un peu le fil pour savoir si j'ai manqué des questions. Oui, j'ai vu la question de Sabine, mais on est un peu dans la même chose. La difficulté d'appréhender qu'une cure complémentaire doit être raccourcie car la tolérance est difficile. C'est un cas particulier, Sabine, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais en tout cas, je comprends parfaitement. Mais en fait, les médecins, les oncologues, et là, moi, c'est pas mon domaine d'expertise, mais Anne-Sophie, tu vas me corriger si je me trompe, mais ils savent bien, ils ont bien en tête cette fameuse balance du bénéfice-risque. Et en fait, si ils ont décidé, s'ils estiment qu'il faut stopper la cure un peu plus tôt, c'est clairement que le risque est supérieur au bénéfice. Et donc, il faut vraiment leur faire confiance. De toute façon, il faut que vous ayez toujours, pendant vos traitements, actifs ou plus tard, une ou deux référent de confiance, l'infirmière, l'oncologue, le médecin généraliste, si vous entendez bien avec, mais pas le site internet machin truc et le copain dont l'oncle a eu le même cancer que le vôtre, ça clairement pas. Voilà, vous avez des référents de confiance et puis vous les écoutez. À un moment donné, en effet, finalement, eh bien, on risque plus de mourir ou d'avoir une maladie grave à cause du traitement de son cancer que de son cancer. Et donc, si jamais c'est le cas, les médecins, ils sont vraiment là et c'est pour ça que vous avez des bilans sanguins et tout un tas de bilans réguliers pour voir que là, ça y est, la balance, elle est atteinte et que il faut le mieux est l'ennemi du bien et ça pourrait même se transformer en pire. Donc, au contraire, il faut essayer de se réjouir de l'information, de se dire que ça va suffisamment bien pour pouvoir arrêter un peu avant les traitements et que vous avez des bons médecins qui ont su anticiper que là, la balance, elle allait basculer dans l'autre sens et ça n'allait pas être bon. Tout à fait, mais je pense aussi que dans cette logique de balance bénéfice-risque, c'est de votre rôle, de votre responsabilité, de faire remonter aussi ce que vous traversez, ce que vous vivez, les effets secondaires, la lourdeur que ça peut représenter au quotidien, de bien évaluer votre douleur quand elle vous est demandée, parce que tout ça fait partie des éléments qu'ils prennent en considération pour évaluer effectivement cet équilibre entre bénéfice-risque sur les traitements auxquels vous êtes soumise. Et donc effectivement, faire confiance, mais effectivement aussi ne pas hésiter à faire remonter quand un symptôme est trop prévalent ou quand vous êtes très gêné par tel ou tel effet secondaire. Si jamais... je rebondis sur Anne-Lise. Évidemment, oui, parfois, vous n'avez plus envie de parler de votre cancer ni de lire des choses sur votre cancer. Et ben, tant mieux. J'ai envie de vous dire, si parfois vous avez envie de ne pas regarder Résilience, moi, ça me fait plutôt plaisir, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye aussi de viser un petit peu large et de voir évidemment la personne au-delà du cancer et que donc vous avez aussi des exercices. Regardez, on a fait une petite série, un truc là, on a mis dans l'app il n'y a pas longtemps sur le sommeil et les troubles du sommeil. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez envie, il y a des trucs à piocher, la respiration en 4, 7, 8 pour s'endormir plus facilement, de la visualisation mentale pour quand on fait des cauchemars ou qu'on se réveille trop tôt, des petits exercices de gratification. Et ça, ça fonctionne, que vous soyez malade ou pas. Vous pouvez le faire passer même à vos proches ou si vous avez des gens qui ont des problèmes de sommeil. On a essayé, bien sûr, d'aller au-delà de la maladie. Mais si vous ne regardez pas l'app, Anne-Lise, c'est tout à fait OK. Alors, on a une nouvelle question dans le chat de Sabine qui nous dit « Comment essayer de gérer les douleurs qui semblent liées à des peurs, angoisses, plutôt qu'au métabolisme proprement dit ?» Oui, tout à l'heure, Sabine, en introduction, vous voyez, je disais, il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé mentale. Et santé mentale et santé physique sont étroitement liées.
Et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Il y a un cercle vertueux, mais il y a aussi dans l'autre sens un cercle vicieux. Si jamais on est stressé, on va fumer des cigarettes et puis du coup, on va tousser. Si jamais j'en sais rien, si on est stressé, on va se contracter dans la journée et puis du coup, on va avoir mal au dos ou bien mal à la tête, ce qui va probablement augmenter notre stress. Si jamais on dort pas, au travail, ça va pas bien se passer et puis du coup, le soir, on va prendre du Lexomil, ce qui va nous donner des problèmes de concentration et ce qui va amplifier les problèmes au travail. Il y a un vrai cercle vicieux et les deux s'auto-entretiennent en permanence. Donc, en tout cas, si vos douleurs, vous êtes assez convaincu parce que vous avez fait les bilans nécessaires, si vous êtes assez convaincu qu'a priori, elles sont plutôt liées à des peurs et à des angoisses, du moins en partie, ça veut dire que vous êtes sans doute en train, en fait, de vous focaliser sur la douleur. Vous savez, quand je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, le bon test que je fais avec mes enfants, vous allez me dire que je suis une mère affreuse, quand ils ont mal quelque part, je les mets devant la télé et pour voir s'ils ont toujours aussi mal. Et en fait, quand on a mal quelque part, la douleur, elle est là, et donc il faut augmenter ce qu'il y a autour. Comme ça, la douleur, elle passe de 100% à 20%. On augmente ce qu'il y a autour. Si jamais la douleur, elle est à 100%, là, ça veut vraiment dire qu'il y a un truc. Si jamais ils arrêtent d'avoir mal quand ils sont devant la télé, je commence à me dire que c'est pas trop grave. Bon, je vais pas vous mettre devant la télé, ma pauvre, mais quand vous avez mal, essayez de vous défocaliser de cette douleur et plutôt justement de passer un coup de fil, de prendre un bain, de vous mettre devant une série rigolote. Vous voyez, je vous mets devant la télé, de regarder un truc d'humoriste, de faire la cuisine, de faire un truc pour vous changer les idées. Je ne dis pas que votre douleur n'est pas réelle, mais l'idée étant de s'en défocus un petit peu. Et puis, si elle est liée à votre angoisse, en fait, il faut traiter l'angoisse, il faut traiter l'anxiété en faisant de la relaxation. Ça aussi, vous en trouverez sur Résilience, entre autres, en faisant de la méditation. Ce qui marche super bien, c'est une technique de relaxation qui s'appelle le body scan, où muscle par muscle, vous allez tout vous décontracter pendant plus de 25 minutes. Je pense qu'elle doit y être sur Résilience, celle-là, ou ouais, je crois que oui, dans le programme de méditation. En tout cas, elle y est. Et ça vous décontracte beaucoup et ça va vous faire diminuer la douleur. Il faut écrire aussi. Écrire, ça fait vachement de bien quand on est anxieux. Bon, j'ai trop de trucs à dire. Non, mais alors, juste au lieu de... Enfin, il faut, c'est bien, c'est une option. Il faut, en injonction, on a dit qu'on ne mettait pas d'injonction. Donc, c'est une possibilité de choses à faire. On est très alignés parce que je pensais effectivement aussi à la méditation et au scan corporel. Ça fait partie des méditations qu'on vous propose dans le programme de découverte de la méditation dans l'application Résilience. C'est un programme sur 6 semaines qui peut vous permettre de découvrir par différentes manières de méditer chaque semaine. Rachel vous introduira à 2 à 4 nouvelles manières de méditer sur 6 semaines, de pouvoir trouver chaussures à votre pied, de trouver des choses qui vous font du bien. Et typiquement, comme dit Fanny, sur des moments où l'anxiété va monter, par exemple avant un rendez-vous médical, avant un examen d'imagerie, avant un moment qui pour vous est très stressant, faire cette méditation et mettre votre conscience sur autre chose, ça peut être une première source d'apaisement. La respiration aussi, avec par exemple la sophrologie notamment, c'est des exercices qui peuvent aussi vous aider à calmer le corps quand vous sentez que l'esprit s'emballe. Et puis après, voilà, même si Fanny dit c'est pas forcément très bien de se mettre devant la télé, peut-être qu'une série ou un documentaire Arte peut être effectivement aussi une source de focus qui soit apaisante pour vous. Un documentaire animalier, par exemple, ça peut être aussi très chouette. Alors, j'essaie de regarder si on a d'autres messages dans le chat. Merci pour tous vos commentaires. Ça fait chaud au cœur à lire. On ne dit pas merci à chaque fois pour tous ceux qui écrivent, mais... Peut-être ce que je voudrais ajouter, parce que je suis médecin, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelques petites choses, des petits points de repère sur encore une fois, pardonnez-moi parce que c'est assez moche ces termes, mais entre ce qui est normal et pathologique en ce qui concerne la santé mentale. Parce que même si je suis psychiatre, je ne suis pas vraiment pour psychiatriser tout à outrance. C'est pas bon parce que ça vient dramatiser quelque chose qui potentiellement est normal. Mais à l'inverse, il faudrait pas non plus passer
à côté d'une dépression, d'un trouble anxieux, d'une insomnie sévère, parce qu'on se dit que bon, comme j'ai un cancer ou comme je suis en rémission, finalement, c'est plutôt normal d'être angoissé, etc. Donc, où se trouve le juste milieu? On regarde toujours, nous les médecins, 3 critères. D'abord, ce qui sont impact, fréquence et intensité, qui sont d'ailleurs peut-être des choses qui vous rappellent votre questionnaire de télésurveillance, puisque c'est un peu la même chose dans ce qu'on demande. L'intensité de vos symptômes. Est-ce que quand vous pleurez, quand vous vous sentez triste ou quand vous êtes angoissé et que vous ruminez, vous arrivez quand même à fonctionner? Est-ce que vous pouvez aller bosser? Est-ce que vous pleurez, mais que s'il y a quelqu'un qui vous console, ça va passer vite? Voilà, l'intensité des symptômes. La fréquence. On dit, enfin ça c'est un peu la nomenclature entre médecins, que par exemple la dépression, c'est de la tristesse qui est à peu près non-stop et pendant 3 semaines d'affilée. Si jamais c'est les montagnes russes émotionnelles, un coup ça va pas, mais qu'on n'est pas fondamentalement triste ou angoissé 3 semaines d'affilée, donc ça c'est la fréquence, c'est quand même plutôt rassurant. Et puis le dernier sujet, c'est l'impact. Quel est l'impact sur votre vie? On peut être triste, on peut être un peu déprimé, on peut être fatigué, on peut être un peu angoissé, mais on arrive quand même à aller au ciné et pendant 2 heures, on va oublier et on va se marrer. On arrive encore à faire les trucs qu'on aimait bien faire avant et on y prend encore du plaisir. En ce cas, on est plutôt dans des petits coups de déprime, des petits coups de blues. En revanche, si faites-vous la liste de ce qui vous fait plaisir habituellement et si là-dedans, il n'y a rien qui vous fait plaisir, si justement regarder un humoriste que vous adorez, ça vous plaît plus, si faire un gâteau, ça vous branche pas, si aller chercher vos enfants à l'école, c'est la tannée, alors que ce sont vraiment des choses que vous preniez plaisir à faire, donc l'impact sur la vie du quotidien, ça aussi, c'est un facteur. S'il y a les 3 facteurs, la fréquence, l'intensité et l'impact, qui sont réunis, là, on va parler quand même de symptômes, soit d'anxiété, soit de tristesse, soit de fatigue, plutôt pathologique, et c'est quand même en ce cas bien de consulter quelqu'un. Et si vous n'arrivez pas ou que vous ne voulez pas dans un premier temps consulter un psychiatre, parce que les psychiatres, ils ne sont pas toujours dispo tout de suite, j'en sais quelque chose, il faut passer par le médecin de famille, il n'y a pas de problème. Et maintenant, de toute façon, il y a tellement de... la santé mentale, c'est un vrai sujet en France. Il y a 1 personne sur 5 en France qui a fait, qui va faire ou qui est en train de faire une dépression. Donc, on n'est pas assez de psychiatres pour traiter tout le monde. Et donc, les médecins généralistes, ils connaissent super bien. En plus, ils vous connaissent. Donc, c'est quand même super important. La dépression, par exemple, et le trouble anxieux, quand ils sont pathologiques, ils se soignent avec la psychothérapie, avec des médicaments, et non, on ne devient pas addict au traitement quand ils sont supervisés par un médecin. C'est important de ne pas du tout mettre sa santé mentale de côté en se disant « j'ai un truc de plus grave à gérer ». Tout à fait. Je voudrais insister là-dessus. Et je pense que à la fois, il y a cette dimension, donc comme dit Ingrid, de pouvoir s'écouter soi, sans être pris par l'entourage et par toutes les projections que l'entourage va pouvoir faire sur nous. Il y a effectivement cette notion de prise en charge individuelle avec un psychiatre ou un psychothérapeute selon l'établissement dans lequel vous êtes pris en charge et ou le réseau en ville que vous pouvez avoir autour de vous. Mais il y a aussi une autre dimension que je souhaitais aborder là parce qu'elle me semble importante aussi. Il y a aussi parler avec d'autres patientes et patients qui sont aussi passés par là ou qui passent aujourd'hui par là. La force du groupe n'est pas à négliger et la parole de pair à pair, PAIR, est très très puissante. Je parle en connaissance de cause. Et donc j'imagine que peu importe où vous habitez en France, dans la région dans laquelle vous habitez, il existe des groupes de parole qui sont proposés. Je sais que la Ligue contre le cancer et ses nombreux comités qui quadrillent la France proposent de temps en temps, alors ça dépend des comités, ça dépend de la fréquence selon les bénévoles qu'ils ont disponibles, proposent ces groupes de parole qui sont des moments d'entraide, de rencontres. Et puis après, comme disait Fanny, il y a tout un tas d'associations qui proposent aussi ces temps de rencontres, ces moments d'échange comme Rose Up, mais comme plein d'autres, et qui proposent ces temps effectivement pour pouvoir échanger entre pairs, se parler vrai entre guillemets, sans blabla, avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de bienveillance. Je sais que j'en ai vécu des centaines et que ça a toujours été des moments très puissants, très, très doux, très chouettes. Aussi la naissance de très belles rencontres et de très belles relations. Donc voilà, je pense qu'on a abordé tout un tas
facettes de cette dimension de la santé mentale. On espère que cette conversation a été riche pour vous comme pour nous. En tout cas, elle l'a été pour nous. Je voulais juste faire un petit rappel que, avant de laisser les quelques mots de conclusion à Fanny, que de toute manière, ne vous inquiétez pas, par email, on va, dans les prochains jours, vous envoyer toutes les ressources dont on a parlé au cours de cette conversation, et elles seront bien évidemment disponibles dans l'app. Donc, si vous ne voulez pas attendre notre mail, n'hésitez pas à aller explorer dans l'application Résilience. Sinon, vous aurez ce mail qui récapitulera toutes les informations qui existent dans l'application pour venir vous nourrir aussi personnellement. Voilà, Fanny, je te laisse conclure avec quelques mots sur cette vaste thématique de la santé mentale. Oui, je pourrais en parler des jours et des jours. Non, mais si j'avais un mot de conclusion à vous dire, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé mentale, et que c'est pas tabou, et c'est ok de pas être ok. Anso, tu le dis souvent, il n'y a pas de honte à avoir une dépression ou à avoir un trouble anxieux, qu'on soit malade d'un cancer ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs. C'est pas une fragilité, c'est pas une faiblesse, ça ne se résout pas avec un coup de pied dans le derrière. Par exemple, on ne va pas demander à une personne qui a atteint d'un cancer, allez, concentre-toi et puis ton cancer va aller mieux. Et une personne qui fait une dépression, c'est pareil. Non, il n'y a pas que la force de la volonté ou la force de caractère. C'est pas parce que c'est une maladie invisible et qui se passe dans le cerveau qu'elle ne peut pas se soigner et qu'elle ne se soigne qu'avec la personnalité. Alors évidemment, d'être résistant, d'être actif et acteur dans sa maladie, de se fixer des objectifs, de ne pas se laisser abattre, etc. Ça peut réduire un petit peu la durée de la dépression et la faire monter moins haut, mais ça ne résout pas tout. Donc, c'est hyper important de pouvoir le dire, qu'on ne se sent pas bien, et d'aller consulter un médecin, tout comme on le ferait, et comme, voilà, on dit qu'on a la grippe, on dit qu'on a un diabète, on peut aussi dire, ouais, je fais une dépression ou j'ai un trouble anxieux, c'est pas grave. C'est hyper important de lever le tabou et la stigmatisation autour de la santé psychologique. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je terminerai là-dessus. Et la priorité, c'est vous. C'est pas vos proches, c'est pas votre conjoint, c'est pas vos enfants. La priorité, c'est aussi vous. Vous êtes votre propre meilleur ami. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. C'est OK d'être en forme, c'est OK de pas être en forme. C'est OK de le dire, c'est OK de garder pour vous. Tant que c'est juste pour vous, tout va bien. Et effectivement, n'hésitez pas à faire remonter vos symptômes ou vos doutes à votre équipe de soins, à trouver une personne de confiance avec qui vous puissiez échanger sur ces sujets. En tout cas, on est ravis d'avoir eu ce nouveau rendez-vous à nouveau avec vous, patientes et patients de la communauté Résilience. On va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis on vous dit au mois prochain. Et comme disait Fanny en début de live, le mois prochain, ce sera un rendez-vous particulier puisqu'on sera sur un groupe de parole. Donc là, la parole sera libre. Eric, vous pourrez mettre votre caméra, ouvrir votre micro. On pourra parler, échanger. Et la parole sera la vôtre et non plus la nôtre. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous.